l'initiateur de cette rencontre entre la jeunesse de Kolda et Mambo Diao. Ça a été un très grand plaisir aujourd'hui pour nous, jeunes de Kolda, de s'asseoir avec le maire, de discuter avec lui, de partager avec lui pendant des moments sur la situation de Kolda et celle de la jeunesse de Kolda, des projets qu'il a pour Kolda et aussi ce qu'il compte faire pour cette jeunesse-là. Donc Dieu merci, lui aussi, il a répondu à nos attentes puisque voilà, ce qu'on attendait et ce qu'on aimait entendre, on l'a entendu. La jeunesse, ceux qui n'ont pas là, ils ont été représentés par ceux-là qui étaient là et dignement, avec vraiment un format très intelligent qui est dans le respect de l'art. On a échangé avec lui. Tout en vraiment préservant. C'est d'abord d'impliquer les jeunes dans sa politique, de créer un cadre de concertation avec sa jeunesse, de former les jeunes et en plus aussi d'accompagner la couche sociale la plus vulnérable, puisqu'on est à Kolda, lui-même il sait que voilà, il y a la précarité ici, donc c'est d'assister ces gens-là, de revenir en aide jusqu'à ce que vraiment, même si tout n'est pas réglé, mais quand même que beaucoup de choses soient réglées. Ce qu'on peut accompagner au maire de Kolda, puisque nous on est des jeunes, on est des jeunes qui sont vraiment, qui ne sont pas dans n'importe quoi, on est des jeunes réfléchis, conscients, donc le maire, il a un projet, nous on va l'accompagner pour la réalisation de ces projets. Nous allons l'accompagner pour la réalisation, en créant des cadres de concertation tels de ce genre. En créant ces cadres de concertation comme ce genre de cadre-là, pour échanger avec lui, lui soutenir. Parce que la personne, si vous voulez lycée aussi, il ne faut pas l'abandonner. Il faut l'accompagner. Donc c'est dans ce sens qu'on a pris cette initiative-là, de l'accompagner, au lieu de critiquer, mais de proposer. De proposer pour en réalité que Kolda, nous tous, c'est notre dénominateur commun. On ne peut pas, on ne peut pas un bon jour se départir de Kolda, mais quand même, c'est de l'accompagner dans sa politique pour pouvoir mieux gouverner, pour pouvoir mieux gérer son mandat. S'inscrit en droite ligne avec le programme que nous avons soumis aux populations de Kolda lors des élections locales, donc dans le cadre du déroulement normal de nos activités. Parce qu'en réalité, nous avions promis pendant la campagne électorale qu'on ait un cadre de gouvernance participative. La gouvernance participative suppose qu'on définisse ensemble une dynamique d'action et qu'on ait les éléments de mesure et les éléments d'appréciation à même de pouvoir continuer soit les bonnes actions ou de rectifier en cas de manquement. Donc on a tenu une première rencontre comme ça de restitution avec la presse. Il s'était agi à ce moment-là de faire un focus sur les différents projets et programmes que nous devions dérouler dans le périmètre communal et qui pouvaient créer à terme une certaine attractivité de notre commune et qui allait être le jalon justement des activités à venir, Inch'Allah. Cette fois-ci, le format qui a été choisi est qu'une initiative heureuse est venue d'associations de jeunes de Kolda qui sont actifs dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des populations et qui très souvent sont le porte-voix de ces populations. Et l'idéal était que nous ayons un cadre d'échange avec toutes les couches représentatives de la jeunesse. Nous avons commencé et nous allons évaluer ensemble. Donc ce qui est à noter dans la pertinence de cette approche, c'est qu'au moins les inputs nous viennent des populations concernées. Aujourd'hui, c'était la jeunesse. Demain, il peut s'agir d'une rencontre qu'on va faire avec certains cercles constitués du point de vue professionnel comme les menuisiers, les mécaniciens, les chauffeurs de taxi, etc., etc. Et ça nous permet toujours de définir une ligne de conduite qui nous permet d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés en matière de gouvernance territoriale. Donc je voulais vraiment féliciter l'initiateur. Donc aujourd'hui, si je cite Sandigi, j'aurais cité tout le groupe. Donc pour ne pas faire dans la frustration, parce qu'il y a eu quand même une réponse diverse et très impliqués, des jeunes de Kolda qui peuvent être d'obédience politique différente ou même qui ne sont pas des acteurs politiques mais qui ont comme principe d'être les avocats de Kolda. Donc je voulais féliciter tous les participants à cette rencontre-là et dire que comme nous l'avons souhaité, au sortir de ces échanges-là, l'impératif d'avoir un tableau de bord que nous allons définir ensemble avec une série d'actions qui vont être la résultante des échanges que nous avons eus nous permettra de mieux agir, Inch'Allah. Et à ce moment-là, nous allons séquencer les actions à court, moyen et long terme pour mieux prendre en charge les problèmes des populations coldoises. Il faut rappeler que dans les échanges, beaucoup de questions ont été soulevées sur la question de l'électrification, sur le saupoudrage dans la ville,
sur l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, etc., pour lesquels donc, nous lançons les procédures actuellement pour pouvoir donner une suite favorable à ça, notamment en ce qui concerne la fermeture des canaux où il y a une enveloppe de plus de 45 millions qui est prévue, à la mise en place d'une canalisation au niveau de Sikilo Nord où l'enveloppe est déjà budgétisée, à l'attractivité dans les quartiers avec le marché Bekay Diop qui va être construit sous peu, et d'autres actions qui ont trait à l'adduction d'eau, d'électricité, à la mise à disposition de toilettes dans les établissements publics, les écoles, et à la construction ou à la réfection de nouvelles salles de classe. Donc tout ceci mérite des réponses qui vont être données et qui pourront être mesurées à l'aune des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc l'initiative est heureuse, mais c'est le suivi qui va être le plus important. Et c'est pourquoi nous avons plaidé ensemble pour que nous ayons un cadre maintenant qui va être formalisé, qui permet d'avoir une sorte de think tank local et qui dira voilà ce qu'il faut faire pour appuyer les jeunes en matière de formation, en matière d'insertion, en matière de qualification, en matière d'emploi en général. Mais tout repose sur la notion d'attractivité que nous voulons définir. Notre ville doit être attractive du point de vue social, culturel, sportif et économique. Et quand on posera les jalons de tout ça, je suis certain que ça va attirer d'autres investisseurs. Parce que nous n'avons pas pu échanger avec les jeunes sur certains sujets, comme la cité de la diaspora qui va être mise en place, comme l'entité de production de poissons qui va aussi, parce que nous allons sous peu lancer les travaux pour une usine, comme on l'appelle comme ça, un champ de poissons, une usine de pisciculture, etc., etc. Donc vraiment, je me réjouis de la quintessence des échanges et des contributions de tous les panélistes. Et ça, c'est à votre honneur. Et j'espère que ça va être bénéfique pour Kolda, Inch'Allah. Donc pour ça, c'est un projet. Donc je voulais laisser la primeur aux membres du conseil municipal parce que je ne peux pas prendre de décision qui ne soit validée par le conseil municipal. Mais dans l'ordre du jour du conseil municipal de mardi, Inch'Allah, il y a le projet d'érection d'un stade municipal au quartier Bouna. L'assiette foncière est disponible. 95% du budget est bouclé. Pourquoi? Parce que l'esplanade de Kolda qui est en train d'être construite au niveau de la mairie devait être financée par la commune de Kolda. Mais dans le cadre de partenariats diversifiés, nous avons pu avoir l'implication de Promoville qui est chargée aujourd'hui de faire ce projet-là. Donc le projet que nous avions à N+1 de construction d'un stade municipal peut être une effectivité tout de suite avec la validation du conseil municipal si les fonds qui étaient alloués à la construction de l'esplanade sont virés, comme le permet donc la loi, après la délibération du conseil municipal. Ces fonds-là qui étaient là, qui font à peu près 200 millions, entre ce qui va être récupéré de l'esplanade et ce qui va être récupéré notamment du reboisement des 2 voies de Saré-Kémon et de la budgétisation du cimetière de Saré-Kémon qui a été faite par d'autres moyens. Ces fonds-là nous permettent de boucler 80%, 85% tout de suite du budget de la construction d'un stade municipal. Maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'au bout de 6 mois, le stade soit fonctionnel. Avec une perspective à moyen terme, c'est qu'on rende les alentours du stade municipal assez attractifs en ayant des activités génératrices de revenus et en diversifiant la pratique du sport au niveau du stade municipal. Donc tout de suite, on va mettre en place un plateau fonctionnel, mais le plateau multifonctionnel tel que nous le voulons nécessitera que pour d'autres disciplines, Inch'Allah, qu'au budget de N+1, donc de 2023, on puisse ajouter la construction éventuellement d'un terrain de volleyball, de handball, etc. Mais pour le moment, l'urgence est d'avoir un stade municipal aux normes, avec les mêmes conditions de compétition que nous avons, ou en tout cas de meilleures d'ailleurs, qu'au stade régional actuel. Et ça permet aux activités sportives de se dérouler sans pour autant qu'il n'y ait vraiment ce besoin fort de devoir se serrer au niveau d'une seule enceinte sportive pour pouvoir le faire. Et si nous y arrivons, Inch'Allah, pour ça, nous avons déjà lancé au niveau de la commune, donc pour la normalisation des actes de naissance, nous avons lancé déjà un projet de digitalisation de l'état civil. Lequel projet commence d'abord, après avoir doté la mairie de machines adéquates. Donc aujourd'hui, au moins, on a refait le parc informatique de l'état civil de la mairie, mais nous avons un stock d'ordinateurs et de scanners qui nous permettent de scanner
la situation de référence. Dès que c'est fait, nous créons un processus de mise à disposition par le canal, parce que l'objectif que nous visons dans la digitalisation, justement, c'est d'éviter le moins de déplacements possible au niveau de la commune. Outre l'impératif de sécurité, parce qu'aujourd'hui, on veut éviter que le fils de Kolda soit dans l'insécurité juridique alors qu'il avait ses papiers en bonne et due forme, qu'au bout de 50 ans ou 60 ans d'existence, qu'on lui dise que ses papiers ont été falsifiés au profit de quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est la pratique que nous connaissons. Et il y a beaucoup de lenteur parce que nous essayons de contrôler pour donner des documents conformes. Donc quand on finit le scannage, nous allons avoir une base de données qui permettra d'avoir une boîte de dialogue interactif avec tous les Koldois, d'où qu'ils soient installés, autant dans la commune que dans la diaspora ou dans les autres localités, pour pouvoir exprimer leurs besoins, leurs demandes de certificat de mariage, d'extrait de naissance, etc. Et jusqu'au processus de production du document, il n'aura pas besoin de se déplacer. Et maintenant, quand le document est produit, il faut quand même qu'on convienne que la législation sénégalaise ne permet pas d'envoyer un document numérisé. Donc la personne concernée va devoir venir récupérer ou envoyer quelqu'un pour récupérer le document. À partir de là, nous lançons l'autre approche de la sécurisation justement de notre fichier état civil, c'est les centres d'état civil secondaire. À l'hôpital régional, au district de santé et dans les établissements où les femmes accouchent en général, nous mettrons en place un dispositif qui permet d'avoir tout de suite les moyens de recueillir les informations quand il y a une naissance. Ça nous permet de procéder à la formalité de déclaration de naissance et d'éviter que le parent rentre chez lui, s'occuper d'autres choses et par négligence ne trouve pas des papiers à son enfant jusqu'à attendre que l'enfant soit au niveau d'un examen à l'école ou à l'école primaire ou au lycée pour pouvoir avoir besoin de ces papiers. Donc c'est un processus qui est quand même assez sécurisant, mais novateur, mais qui permet de soulager les populations, qui leur permet aussi d'être dans le cadre d'une sécurité juridique. Parce qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, par exemple, il y aura un opérateur au bas de l'échelle qui prend les requêtes, mais qui n'a pas un instrument de validation de ce qui est enregistré. Il faudra un niveau N+1 ou N+2, soit ce sera l'officier d'état civil ou le maire lui-même, pour pouvoir délivrer les types de documents. Donc toute la procédure a été clairement identifiée et le data center de l'agence de l'ADIE, de l'ex-ADIE, nous permet aujourd'hui d'avoir les instruments pour pouvoir stocker convenablement ces informations sans que demain ça ne soit égaré soit par le biais d'une panne locale ou de notre serveur ou d'une malversation du fait d'une certaine attaque comme vous le savez, de hacker. Donc tout est clair.